Je crois, Jules, que tu veux nous faire part d'une découverte qui a eu lieu il y a quelques semaines. Alors, dans la temporalité des auditeurs, ce sera dans plus longtemps, forcément. Mais dans la nôtre, c'est vraiment très très récent. En fait, je voulais débriefer avec vous un article qui est sorti dans Science Advances et qui s'appelle, je traduis en live avec un niveau de fatigue extrêmement élevé, Incursion humaine, d'hommes modernes dans des territoires néandertals à la grotte de Mandrin en France il y a 54 000 ans. Donc il y a plein d'auteurs que je citerai pas tous, mais c'est une équipe française qui travaille en fait sur cette grotte et qui est dirigée par Ludovic Slimak. Alors je voulais voir avec, débriefer là-dessus avec vous, ce que ça veut dire, d'où ça vient et quelle est la découverte en question, sur quoi il s'appuie, enfin voilà, tout plein de questions qui pop. Après déjà la première question qui est qu'est-ce qu'on en a à foutre, parce que c'est quand même ça en fait le cœur le cœur du truc, puisque c'est une découverte. En fait c'est comme pas mal de découvertes archéo qui au sein du milieu archéo on est là. Waouh, mais c'est incroyable. Et du coup, les médias en parlent. Et genre à France Info, moi j'en ai entendu, ils en parlaient au France Info. Et tu sentais que la journaliste en question en parlait, mais elle-même ne pigeait pas la portée en fait de ce qu'elle disait. Genre ah ouais, c'est cool, on a fait une découverte et tout, mais un peu en mode bon bah voilà, ils ont empilé 4 Lego, ils ont vu que ça marchait. Putain, incroyable, ces scientifiques, ils trouvent des trucs. Et moi, en tout cas, c'est un peu l'image que j'en ai, quoi. Et donc je me suis dit pourquoi pas débriefer pour voir aussi en quoi c'est intéressant. Alors moi, si je me rappelle bien, alors je crois que je l'ai appris du coup par la presse grand public. Il me semblait qu'il y avait des titres un peu racoleurs qui disaient que ouais, toujours. Alors si je me rappelle, ça repousse un peu la date d'arrivée d'Homo sapiens en Europe. C'est ça. Je dis peut-être des bêtises. En fait, pour situer pour les auditeurs, pour qu'ils puissent après comprendre le débrief qu'on peut faire, Homo sapiens, donc notre espèce, a environ 300 000 ans de ce qu'on en sait. On a du mal en fait à se faire une idée de ce qu'une date veut dire, donc il faut toujours la retranscrire en images ou en espace. Donc imaginez par exemple une échelle de 300 000 barreaux. Voilà, vous descendez 2 barreaux, vous en êtes à JC, et vous regardez et vous voyez même pas le bout de l'échelle. Voilà, en fait c'est ça, notre histoire d'Homo sapiens. Donc c'est bien plus grand que ce que l'histoire nous en enseigne. Et ça commence en Afrique. Alors les premiers humains modernes, on sait qu'ils sortent d'Afrique. Donc quand je dis humains modernes, je parle d'Homo sapiens nous. Hein. Là, on parle de personnes qui nous ressemblent physiquement, intellectuellement, pareil. Hein. C'est nous en fait. Donc ces humains modernes, ils sortent d'Afrique et se retrouvent vers Israël il y a environ 194 000 ans. Entre 194 000 et 177 000. Et peut-être en Grèce vers 210 000. Donc il y a des premières incursions en dehors de l'Afrique par nous-mêmes. Il y a environ 200 000 ans, on va dire. Les premiers restes d'Homo sapiens en dehors d'Afrique, on les date en Asie de l'Est dès 80 000 ans. Et d'après les preuves archéo, les humains modernes ont atteint l'Australie il y a environ 65 000 ans. Par contre, en Europe, c'est beaucoup plus récent. En Europe, on va arriver vers 42, 45, ça dépend. Alors on ne sait pas trop pourquoi il y a une telle différence. Pourquoi est-ce qu'on va en Europe plus tard ? Peut-être que c'est en raison de barrières écologiques. Peut-être que c'est en raison de l'occupation de la région par des Néandertaliens. Il faut savoir qu'à l'époque, on n'est pas les seuls humains sur Terre. Il y en a beaucoup d'autres. En Asie, on a les hommes de Denisova. Du coup, en Europe, on a les hommes de Néandertal. Nous, du coup, on vient d'Afrique, mais on va essayer d'aller plus loin. C'est tous nos cousins. Et donc, du coup, on va avoir des interactions. Il faut vraiment imaginer un monde à la Tolkien où il y a plusieurs représentants humains qui se voient, communiquent, parlent un peu entre eux et tout machin. Et donc, je vous disais, Sapiens, on arrive entre 45 000 et 43 000 ans. On l'estime à partir de la base de 5 restes dentaires isolés qui préviennent de 3 sites italiens. Où voilà, on arrive à dire, ça c'est du Sapiens. Ok, donc ça veut dire que Sapiens était déjà là il y a environ 45 000 ans. Et puis après, ils vont s'étendre au niveau de l'Europe, etc. Alors, pour que les auditeurs comprennent, en préhistoire, donc là je vous ai dressé le tableau des espèces en quelque sorte, mais après comment est-ce que les archéologues vont réussir un peu à suivre tout ça, et notamment à suivre des cultures, parce qu'on parle vraiment de sociétés qui bougent, qui évoluent dans le temps, qui machin et tout. Donc comment est-ce qu'on va réussir à apprécier ça ? On n'a pas grand-chose qui nous reste, on n'a que des outils.
notamment en silex. Et ça, effectivement, ça se conserve. Alors pas tous d'ailleurs, parce qu'on sait très bien que si on fait un parallèle avec les chasseurs-cueilleurs d'aujourd'hui, plus de 80% de leur outillage est fait de bois, de machin et tout, et ça en fait, ça se conserve pas. Donc en fait, on a même qu'une partie de l'outillage qui se conserve, c'est-à-dire tout ce qui a été fait en os, tout ce qui a été fait en bois de serre, en bois de renne, et tout ce qui a été fait en silex. Donc ça se conserve super bien. Ça, on arrive à le retrouver. Et puis surtout, on arrive à voir qu'il y a des styles différents en fonction des sociétés. Il y a des sociétés qui vont commencer à utiliser telle technique, qui vont faire tel genre de pointe, ou etc., etc. Et ça va nous permettre de caractériser quelque chose. Ça a ses limites. Ce qu'on raconte généralement aux étudiants, c'est que si on fait un parallèle grossier et qu'on disait qu'aujourd'hui l'humanité disparaît, que dans 30 000 ans, il y a des archéologues qui arrivent et qui trouvent des fourchettes à plusieurs endroits d'Europe, ils vont commencer à parler de la culture de la fourchette. Ouais, bon, c'est très peu représentatif de ce que c'est, en fait, au final. Donc, Oui. faut garder à l'esprit que ces outils sont très peu représentatifs des évolutions sociales de l'époque. Enfin bon, bref. Dans la période qui nous intéresse, il y a 3 grosses entités culturelles à comprendre. La première, c'est le moustérien. Le moustérien, on l'attribue plutôt à Néandertal. Donc on le trouve dans toute l'Europe, je parle de toute l'Europe, je parle de l'Espagne jusqu'aux confins d'Europe de l'Est. Donc c'est vraiment large. On le détermine notamment par la production de bifaces, c'est les espèces de gros silex taillés qu'on a un peu tous dans l'imaginaire collectif, et par surtout la production d'éclats levallois, on appelle ça, où en fait c'est les gens qui vont pré-tailler un bloc de silex, et une fois qu'il est à peu près pré-taillé, ils l'ont préparé, ils vont donner un coup sec à un endroit très précis qui d'un coup va débiter l'éclat de silex parfait. C'est vraiment en un coup, paf, c'est une technique, faut la maîtriser, hein. Mais voilà, donc ça caractérise pas mal le moustérien qu'on attribue donc à Néandertal. Traditionnellement, c'est vrai que quand on parle de moustériens, on parle des néandertaliens. Mais encore une fois, ça traduit sûrement, on le sait d'ailleurs, plusieurs groupes néandertaliens, donc on parle des sociétés moustériennes. Donc ça, c'est la première. La deuxième, c'est les Aurignaciens. Les Aurignaciens, c'est la première culture qu'on a réussi à identifier d'Homo sapiens en Europe. C'est ceux qui vont peindre notamment la grotte Chauvet, il y a environ 36 000 ans. Et puis en fait, lui-même, l'Aurignacien, on peut le subdiviser en plusieurs parties. Et nous, ce qui va nous intéresser notamment, c'est les tout prémices de l'Aurignacien au niveau du bassin méditerranéen, au niveau, plutôt vallée du Rhône, etc., Italie. C'est le proto-Aurignacien, le tout premier début de l'Aurignacien. Alors, l'Aurignacien, comment est-ce qu'on le distingue du coup du moustérien ? Et bien en fait, les Aurignacien, on pense que c'est parce qu'ils, pour le coup, ils parcourent de grandes distances, ils bougent beaucoup, ils vont commencer en fait à faire ce qu'on appelle du débitage laminaire. En fait, ils vont commencer à débiter des lames, et de manière un peu d'ailleurs standardisée, totalement d'ailleurs standardisée, qu'ils font à la chaîne, ils en font un bon paquet, et puis ils le gardent avec eux. Et en fait, ces lames de silex, déjà c'est facile à transporter, et ils vont s'en servir au fur et à mesure, à la fois d'outils et de matières premières. Parce que vous pouvez prendre une lame, la casser, puis en faire des petits morceaux, en faire, un perçoir, en faire un grattoir. Bon, bref, c'est un genre de couteau suisse, si vous voulez, que vous avez avec vous. Et donc, ils vont pas mal utiliser ce genre de technologie. Donc, on arrive assez bien à distinguer les moustériens des aurignaciens. Et entre les deux, on a un gros bordel qui s'appelle les industries de transition. En fait, dans pas mal d'endroits, on va avoir des moments où on a des industries qui viennent du moustérien, mais qui ont l'air d'évoluer en un espèce d'aurignacien. Dans le sens où on a des éclats levallois, typiques du moustérien, mais à côté, on va quand même avoir des petits trucs un peu laminaires, on va avoir des trucs comme ça qui nous font dire « c'est pas tout à fait du moustérien, c'est pas tout à fait de l'aurignacien », ça a l'air d'être un truc de transition. Alors ça, il y en a plein. Nous, en France, on a principalement le châtel-perronien, on appelle ça. Donc ça vient de la grotte de Châtel-Perron. Mais il y a l'ulusien, il y en a plein. Enfin, en Europe de l'Est, il y a énormément de noms. Et c'est toujours la question de savoir, ces industries de transition, est-ce que c'est des Néandertals qui commencent à rencontrer du sapiens et qui se disent « Ah ouais, il y a un espèce de choc des cultures et du coup, c'est quelque chose qui évolue au contact d'eux ». Ou alors est-ce que c'est un moment particulier où, de manière plus ou moins conjointe un peu partout, il y a un genre d'évolution comme ça. Ça peut être parce que c'est vrai qu'il y a une amélioration climatique à ce moment-là, donc peut-être que globalement, on bouge plus, on a besoin de choses qui sont plus transportables, ou peut-être qu'il y a quelque chose d'un peu global, peut-être que c'est les deux. Et puis la grosse question, est-ce que c'est Néandertal ou est-ce que c'est Sapiens déjà, les transitions ? Voilà, donc ça en gros c'est le topo. À savoir que quand on parle aussi de moustériens, aurignaciens et autres, c'est pas des périodes de temps. C'est pas comme si je disais les 30 Glorieuses. C'est un peu plus comme si je disais l'Empire romain. Ça veut dire qu'on peut avoir de l'aurignacien à telle période, je sais pas moi, vers Marseille, et à la même période, en Bourgogne, on peut avoir du châtel-perronien. C'est pas une période temporelle, c'est des cultures.
qui s'entremêlent, bougent, il y en a qui se développent, qui vont aller un peu plus vers le nord et tout. Bon, ça c'était le gros pavé pour que tout le monde comprenne. Ok, qu'est-ce que c'est que le moustérien, qu'est-ce que c'est que les industries de transition et qu'est-ce que c'est que l'orignacien? Parce que en fait, on va parler que de ça presque. Parce que c'est ça le gros enjeu de ce papier. Est-ce que vous voulez rebondir sur ce gros pavé de blabla ou parce que j'ai l'impression d'avoir improvisé une chronique. Non, mais au moins du tu montres que voilà, s'il y avait des gens qui communiquaient sur le sujet, et même s'il y avait des auditeurs ou des lecteurs qui ont lu ou écouté ces articles, bah oui, il fallait avoir certaines connaissances en tête, j'imagine, pour comprendre. Sachant que même moi, tu vois, j'ai lu, mais de biais, et c'est vrai que je suis pas du tout préhistorien de base, et j'ai pas retenu plus que ce que je t'ai dit tout à l'heure. Non, mais je pense que cette remise à niveau était parfaite, hein, Julien, honnêtement. Ouais, je crois. Même moi, j'étais là à faire OK, d'accord, très bien. Alors le truc marrant, c'est que, enfin marrant, le truc en fait qui talonne pas mal de préhistoriens, mais pas que préhistoriens, y compris auteurs de livres, auteurs de BD, machin, enfin en fait ce qui fait fantasmer, c'est de se dire, putain mais à quoi ça ressemblait le contact entre Sapiens et Néandertal? Parce que c'est quand même deux espèces qui se rencontrent, qui n'ont pas du tout les mêmes cultures, qui n'ont peut-être même pas les mêmes manières d'être. Ça, on a aussi tendance à beaucoup humaniser Néandertal. Oh, non, en fait, il y a eu une grosse phase de présenter Néandertal comme étant une espèce de bête, c'est-à-dire totalement en deçà de nous. Aujourd'hui, il y a le truc totalement inverse qui est d'humaniser à mort Néandertal. C'est-à-dire il est totalement notre égal, etc., etc. Mais ce qu'on n'arrive pas à appréhender, et qu'on n'arrivera probablement jamais à appréhender, c'est que c'est une espèce différente de nous. Donc bien évidemment, il n'y a pas du tout un degré de une espèce qui est au-dessus d'une autre, etc. Pareil pour les Denisoviens, mais par contre, c'est des espèces qui sont totalement différentes, qui n'ont peut-être pas du tout les mêmes manières de penser les choses, ou de voir les choses, ou etc. Non, ça peut vraiment être d'ailleurs vraiment éloigné, on peut avoir du mal à les comprendre peut-être à l'époque, hein. Ou de se mettre à leur place, je veux dire. Quelles sont leurs priorités, quelles sont leurs manières de voir le monde, ou etc. etc. Bah, c'est compliqué. Et donc, le truc qui fait fantasmer, c'est ce premier contact. C'est vraiment presque un truc de SF, c'est de se dire waouh, comment est-ce que. Et alors, ça, on sait que ça a eu lieu, on sait qu'il y a eu des croisements, parce que nos espèces n'étaient pas suffisamment séparées pour être totalement. Pour qu'on puisse absolument pas se reproduire, donc il y a eu quelques croisements. On sait en fait, avec la génétique, on arrive à remonter à quel moment et où. Donc ça se situe il y a environ 120 000 ans au niveau du Moyen-Orient. Donc ça, c'était avec des Néandertals qui vivaient à peu près dans ce coin-là, qui rencontraient des sapiens qui arrivaient à peu près dans ce coin-là. Donc c'était déjà deux populations qui étaient un peu excentrées par rapport à leur noyau d'origine, en quelque sorte. Et effectivement, il y a eu quelques croisements, ça s'est arrêté là. Ça suffit pour qu'on ait quelques tout petits pourcentages dans les populations européennes d'ADN néandertal. Mais rien de significatif. Simplement, voilà, on sait qu'il y a eu des croisements, on sait qu'il y a eu des histoires d'amour entre les deux espèces, on sait que voilà. Bon, par contre, dans la période qui nous intéresse, c'est-à-dire, j'arrive pas à faire le calcul de tête, mais enfin bon, bref, il y a 40 000 ans, en fait, on n'a aucune trace de contact. On n'a aucune trace. Alors, comment est-ce qu'on pourrait essayer d'approcher un contact par l'archéo? Ça serait par exemple un site où on a en même temps du sapiens et du néandertal. Ce serait trop cool. Et là, ce serait la preuve parfaite. Genre, ouais, ok, d'accord. Là, ils étaient en train, je sais pas, moi, ils étaient en train de bouffer un renne ensemble, tu vois. Ouais. Et ça, ce serait vraiment le truc cool. Le problème, c'est qu'on l'a jamais trouvé. Mais jamais. À chaque fois, la stratigraphie, elle est très simple. C'est moustérien, industrie de transition, s'il y a, proto-aurignacien ou aurignacien 1, 2, 3, bon bref, aurignacien. Et on n'a jamais l'espèce d'interconnexion où ça pourrait même être un site sur lequel on verrait que, là, on a de moustériens. Après, on a de l'orignacien. Mais les moustériens reviennent. Ah, il y a encore de l'orignacien. On aurait une interstratification qui voudrait dire que, d'accord, peut-être qu'il y a une partie de l'année, il y a des moustériens qui viennent, ou peut-être qu'une année, il y a des moustériens qui viennent, mais l'année d'après, il y a des orignacien. Ça veut bien dire qu'ils vivent globalement en même temps sur le même territoire. Et ça non plus. En fait, on n'a jamais. C'est toujours moustérien, d'un coup qui disparaît, et c'est l'orignacien qui prend le relais. Donc c'est vraiment une espèce de remplacement total des industries. Et du coup, c'est un peu triste, parce que nous, on aimerait bien avoir un peu cette preuve. Logiquement, ils se sont vus, c'est sûr. Logiquement, il y a eu des contacts, mais on n'en a aucune preuve, on ne sait pas du tout comment ça s'est passé. Et puis, ce qu'on constate, en revanche, c'est que partout où Sapiens va, globalement, les autres espèces vont petit à petit disparaître. Alors, la question étant de savoir, est-ce qu'elles avaient déjà commencé à disparaître avant? Est-ce que ça a été un coup de pouce, voulu ou non d'ailleurs à l'époque, qui a fait que les espèces sont périclitées? On ne sait pas trop. Le fait est que Néandertal va disparaître en Espagne,
il y a environ 40 000 ans, 35 000 ans, au niveau du sud de l'Espagne d'ailleurs. Donc c'est vraiment les tout derniers Néandertals, ils vont finir là-bas. Donc bon, c'est toujours cette période voilà, de transition qui pose question. Et il y a une industrie de transition qui va nous intéresser aujourd'hui, c'est le néronien. Alors le néronien, c'est très très localisé, puisque en fait on en a trouvé que dans 4 sites, tous situés dans la vallée du Rhône. La grotte de Néron, logique, c'est ce qui a donné son nom à la culture. La grotte du Figuier, en Ardèche, donc les deux sont en Ardèche. La grotte du Moula, du Maras, et puis du coup la 5e, dont je vais vous parler aujourd'hui, la grotte de Mandrin. Alors simplement pour revenir sur les noms des grottes, parce que je trouve ça marrant, la grotte de Néron, elle est simplement appelée comme ça, parce qu'en fait c'est un chien qui s'appelait Néron qui s'est perdu dedans. C'est globalement la même histoire pour la découverte de plein de grottes. Bon voilà, du coup ça me fait rire que un empereur romain s'appelle Néron, donne son nom à un chien, qui lui-même donne son nom à une grotte, qui va donner son nom à une culture avant Néron. Ça me fait rire. J'avoue que c'est assez drôle. Je trouve ça drôle. Et du coup, la grotte de Mandrin, on va de parler aujourd'hui. La grotte de Mandrin, donc c'est lié à un célèbre brigand du 18e, si je dis pas de bêtises, peut-être 17e, je dis sûrement une grosse connerie, qui a été réputé donc pour avoir amassé un grand trésor et qui aurait caché tout ça dans sa grotte, la grotte Mandrin. Bon, le problème, c'est qu'en fait, des grottes Mandrin où les populations locales ont dit que Mandrin venait ici et il laissait des sous, en fait, il y en a mais pléthore. Donc il y en a beaucoup des grottes Mandrin. Bon, celle-là, elle est située donc juste devant l'Ardèche, elle est dans la Drôme, mais juste dans la vallée du Rhône, au niveau du défilé de Donzière, qui est la seule étroiture de la vallée entre Lyon et la Méditerranée, qui surplombe un ancien bras mort en fait. Donc la grotte Mandrin, en fait, elle est étudiée depuis pas mal longtemps, depuis les années 90, et notamment on arrive à voir en fait qu'il y a des fréquentations de Néandertal. Avant l'arrivée de Sapiens, du coup, il y a 42 000 ans. Voilà, donc c'est une grotte qui est intéressante pour ça, parce qu'il y a quand même une bonne conservation des vestiges. Et puis, il y a déjà quelques années, c'était une grotte qui avait fait parler d'elle, parce qu'il y a une doctorante qui s'appelle Ségolène Van de Velde, en fait, qui a un peu révolutionné le site, parce que jusque-là, on voyait quelques fréquentations. Genre, on voyait qu'il y avait des gens qui étaient venus faire un campement et qui avaient allumé un feu. On en voyait quelques-uns, dans le genre, on en voyait 4-5. C'est déjà pas mal pour un site de voir d'arriver à déterminer 4-5 périodes successives où il y a des gens qui rentrent dans la grotte, qui font un feu, qui machin et tout. C'était déjà riche. Mais elle a amené une méthode dont je trouve le nom absolument hilarant. Fuliginochronologie. Je pense que Ouais. c'est pour ça que ça peut se limiter qu'aux spécialistes, cette méthode, c'est rien que par le nom. En fait. déjà faut s'exciter à dire le nom. En fait, c'est qu'en faisant les fouilles, ils ont remarqué qu'il y avait plein de petits clastes de calcaire qui étaient tombés de la voûte à cause du gel. Des toutes petites plaquettes qui étaient tombées de la voûte et puis qui sont tombées par terre. Et puis petit à petit ça s'accumule. Et donc voilà, on retrouve ça dans les fouilles. Sachant que la grotte de Mandrin, c'est une grotte aujourd'hui, quand on est devant, c'est pas tout à fait une grotte, hein, c'est un espèce d'abri sous roche à peine. Parce qu'en fait la paroi de la grotte a reculé au fur et à mesure du temps avec l'érosion. Et donc les fouilles avancent bien, plus du double de ce qu'est l'abri sous roche actuel. Et en fait, donc, elle a remarqué que ces petites classes qui venaient de l'ancienne voûte, en fait, des fois, il y avait des petits films de suie qui s'étaient déposés quand ils ont fait un feu sous la voûte. La fumée est passée en hauteur et il y a quelques suies qui se sont déposées sur la voûte en elle-même et qui ont été scellées derrière par un peu de calcite, un peu de cristal qui coulait avec des petits écoulements quand il fait humide, avec des petits écoulements qui sortent de fissures. Et au fur et à mesure, en fait, mais c'est sur des moins de millimètres, hein, enfin moins d'1 millimètre. Il y a un petit film de suie qui se dépose, puis après un film de calcite, puis un film de suie, puis un film de calcite. Et en fait, avec ça, on arrive à documenter des installations humaines à une précision de l'ordre de l'année, voire de la saison. Excellent. Ce qui fait que, alors déjà, on a explosé les compteurs de ce qu'on avait déjà identifié en termes de fréquentation. On est passé de, du coup, 4-5 campements à plus d'une douzaine qu'on a réussi à identifier via cette méthode. Et on arrive du coup à avoir cette précision qui nous permet de vraiment caler dans le temps ces différents groupes en disant lui il est venu l'année d'avant. Ah lui il est arrivé juste après. Et donc déjà commencer à apprécier, d'accord, mais donc Néandertal il est plus là, d'accord, mais les sapiens ils arrivent quand? Ah ils arrivent un an après, ou voilà. On arrive un peu
à identifier ça. Et ce qui est du coup marrant, je reviens à ce que je disais tout à l'heure, c'est que dans cette grotte, on trouve donc une industrie de transition qu'on appelle le néronien, qui avait déjà été identifié dans d'autres grottes, c'est ce que je vous ai dit, qui avait déjà été même pressenti dès 1967 par Jean Combier, qui pensait que c'était un genre de moustérien tardif. On parlait pas encore vraiment d'industrie de transition. Et ce qui est super intéressant en fait à Mandrin, c'est que le néronien est lui-même scellé par du moustérien. Ça veut dire qu'on a là une industrie de transition qui est arrivée avant quelques dernières fréquentations moustériennes. Puis on a une nouvelle industrie de transition qui est commune dans la région qui s'appelle le châtel-péronnien. Et enfin, on a le proto-aurignacien, donc les tout débuts des aurignaciens. Mais déjà, ça a intrigué beaucoup. Parce qu'on s'est dit, là, on a une industrie de transition plus ancienne et qui a l'air quand même assez déconnectée de l'aurignacien, qui est quand même bien avant. Et qui a l'air de s'intercaler avec des fréquentations néandertaliennes, en tout cas avec du moustérien. Donc qu'est-ce que c'est ? Est-ce que c'est d'un coup des néandertaliens qui commencent à se dire attends, on va regarder, parce que du coup le néronien il se caractérise par des lamelles, beaucoup on appelle ça du microlithisme, des tout petits en fait, des éclats de silex qui sont taillés en pointe. Donc on pense que c'était sûrement empenné sur des flèches. Ce qui est incroyable, je veux dire, les premières traces qu'on a d'un arc, en même temps c'est très difficile de trouver des traces vraiment robustes d'un arc, mais c'est il y a environ 10 000, 12 000 ans pour les arcs, donc là on recule de largement plus loin les dates d'utilisation des arcs, et donc on aurait cette espèce de petite industrie, de ce petit peuple qu'on appelle le néronien, donc potentiellement néandertal, qui d'un coup aurait commencé à faire des petites flèches, à faire des arcs et faire machin, alors qu'ils sont plus habitués à avoir quand même des arcs, des armes un peu plus robustes, avec des éclats plus robustes. Et puis surtout qui auraient périclité, puisque d'un coup ils disparaissent et le moustérien revient avant de nouvelles industries de transition, du coup châtel-péronnien, aurignacien, etc. Donc voilà, donc en fait ce qui était intéressant c'était ce truc de waouh, on a une industrie de transition avant les dernières fréquentations moustériennes. Et donc il y avait plein d'hypothèses, il y avait plein de théories, etc. Et ce qui est assez incroyable dans l'étude du coup qui est sortie il y a 2 semaines, c'est que dans les niveaux néroniens, ils ont retrouvé, on a retrouvé dans plein en fait de niveaux, on a retrouvé quelques dents humaines. Morphologiquement c'est possible de distinguer une dent, si elle est en bon état, sapiens de néandertal. C'est à peu près possible de le distinguer. Là, ils ont aussi fait des études ADN sur les dents et ils ont combiné ça avec des datations, etc., etc. Et ce qui est super intéressant, c'est que dans les niveaux néroniens, ils ont retrouvé une dent de lait de sapiens. Et ça a été incroyable. Ça veut dire que là, on aurait eu un groupe sapiens qui est venu pendant quelques temps, qui a disparu. Alors pourquoi ? Est-ce qu'ils n'ont pas réussi à se maintenir ? Est-ce qu'ils sont repartis ? Est-ce que voilà ? Qui est resté quelques temps avant que des néandertals reviennent. La fin des néandertals se poursuit, puis petit à petit, ils vont disparaître, ils vont quitter la vallée, et puis là, c'est des aurignaciens qui vont arriver. D'autant que, on arrive du coup à savoir que les néroniens se sont implantés à peine quelques années ou saisons après les groupes moustériens qui sont juste avant eux dans la stratigraphie. Ça veut dire qu'on a vraiment on aurait des sapiens, donc les néroniens, qui seraient arrivés à peine quelques années ou saisons après les derniers groupes moustériens qui seraient arrivés dans cette grotte, qui auraient fait encore une fois, fait leur petite vie, qui auraient disparu, de nouveaux moustériens arrivent, continuent à vivre dans le site, etc., etc. Là, on est quand même très proche de quelque chose qui pourrait se rapprocher d'un contact. Dingue. Ce qui est déjà en soi exceptionnel. Et en plus, ils ont eu la bonne idée du coup de faire des datations. Et cette dent de lait, ils l'ont datée à 54 000. Et donc 54 000, je vous l'ai dit, donc sapiens, les plus vieux vestiges qu'on a en fait, c'est 42 000 en Europe. Ça veut dire qu'on repousse de 10 000 ans l'arrivée de sapiens en Europe. C'est ça en fait qui est exceptionnel. Faut s'imaginer encore une fois l'échelle. On descend 2 barreaux, on regarde, et il y en a encore 8 en fait à descendre. C'est ça en fait qu'on rajoute dans l'histoire de sapiens en Europe. C'est exceptionnel. Mais faut quand même le nuancer. Parce qu'on est quand même sur un élément qui est transportable. Ça veut dire qu'on peut très bien l'avoir ramené d'autre part. De 2, on est sur un élément qui est minuscule. C'est un morceau de dent de lait. C'est tout petit. Ça veut dire que ça peut en fait se balader dans le sol. Et notamment que ça a pu se retrouver dans une strate, dans une couche plus ancienne. Ça, c'est quand même à vérifier. Ah, parce que c'est pas alors, je me permets de te couper. La vas-y. datation n'est pas directe sur la dent, c'est une datation indirecte sur le sol. Non, c'est une datation sur la dent. Mais
Mais Et du le coup, si la problème, station c'est qu'on direct sait. soit là-dedans, ça veut dire que le Ouais. moment où elle arrête elle est au carbone 14. Ouais, et en fait, il y a les deux. Il y a aussi un complément du coup Ok, avec, t'as un complément supplémentaire du coup. des dotations sur le La frappe. chauffage Ouais. La thermoluminescence. la thermoluminescence. La thermoluminescence, ok, yes. Voilà, il y a aussi des datations en thermoluminescence de ce que j'ai vu, Ok. qui complètent le tout. Et donc, le tout se complète plutôt bien du coup pour cette date de 54 000, mais il faut nuancer. La dent en elle-même a pu migrer dans les sols, la dent en elle-même a pu être transportée, au-delà, même sur le terrain ou elle-même. Il y a quelques trucs qui viennent comme ça. Et encore une fois, ça reste, surtout, c'est un seul indice, basé sur une dent de lait retrouvée là. Ouais. C'est compliqué de baser tout un argumentaire sur un truc aussi ténu. Bien sûr. Ouais, Donc, c'est un super point en avant. Ça offre des nouvelles perspectives, mais ça reste à nuancer. Donc voilà. faut rester En gros, prudent. Ce que ça implique, Ok. cette petite découverte, c'est que juste, du coup, Sapiens serait venu 10 000 ans avant ce qu'on pensait, au sein d'un petit groupe qui est chassé sûrement à l'arc, qui s'est implanté dans cette vallée du Rhône, au milieu de groupes de sociétés moustériennes, qui a vécu un temps. Mais, Alors et juste, moi qui a disparu. j'ajouterais juste une petite nuance au niveau des microlithes, parce que il me semble que, enfin, tu fais le lien entre arc et microlithes, Ouais, mais justement, tu je peux les voulais, ouais. utiliser pour des Ouais, outils. c'est pas, oui, c'est pas pour- systématique, ouais. Ouais, ça. Oui, parce c'est que pas systématique. Tu peux justement, ouais, l'utiliser pour ça. de récolte, des choses comme ça. Enfin, il me semble que t'as pas des masses de preuves archéologiques d'utilisation d'arc aussi anciennes. J'aurais trouvé ça ouf, tu vois, d'imaginer des mecs sapiens avec un arc, déjà que c'est assez rare, en train Ouais. de côtoyer des néandertals. Là, je Ouais, commençais à me créer un truc de SF dans ma tête, ça faisait un peu de SF Bah, préhistorique, tu vois, en plus, donc le truc un peu en fait, il y a même pour des gens certains normaux, c'est doutes. normal, tu vois. Il y a même certains doutes pour l'orignacien, pour de l'arc. Après, le problème, c'est qu'on peut pas vraiment prouver l'archerie, parce que si tu retrouves une pointe, même une pointe de silex taillée, même pour de l'archerie, c'est difficile de dire que ça servait vraiment à emmancher une flèche qui était propulsée par un arc. Ouais. En fait, c'est super chaud. Là, ils ont regardé du coup l'industrie microlithique du néronien, et de ce qu'ils ont regardé, les plus petites, il y en a quand même une sacrée quantité, les plus petites pointes qu'ils ont retrouvées ne peuvent pas s'utiliser autrement qu'emmanchées. Elles sont très probablement emmanchées, d'autant plus que les traces d'usure vont plutôt dans le sens de quelque chose qui s'éclate un peu vite sur un support. Donc Bien qui sûr. est vraiment propulsé. De là, ils font le pont de dire ça peut être de l'arc. Je trouve par contre, c'est vrai, en lisant les articles, parce que moi aussi j'ai tiqué quand j'ai vu ça, je trouve qu'ils font un peu vite le pont entre ça peut être de l'arc et le ah, c'était des sacrés archers quand même. Ouais. Bon, je trouve que il y a quand même un petit gap, mais c'est quand même, voilà, pour être tout à fait honnête, il n'y a pas non plus d'argument qui pourrait dire que ça peut pas être de l'arc, en fait. Bien sûr. Et c'est vrai qu'on peut aussi avoir cette tendance de dire ouais, mais c'est trop tôt, c'est pas possible. Hein, parce que si Roger il l'a inventé il y a 12 000 ans, ça peut pas. Enfin, tu vois, c'est trop tôt. Ils peuvent Oui, bien pas. sûr. Tu sais, limite, le mec il a commencé à sortir un arc, toi t'arrives derrière, tu lui tapes sur l'épaule, tu fais trop tôt. Non. Bien trop tôt. Largement trop tôt. Non. Oui, parce que tu peux pas te. Reprends cette lance. Tu peux pas te permettre de, sous prétexte que c'était là après, de dire que c'était pas là avant. Enfin, moi, l'exemple ouais, que je dis souvent voilà, aux gens, c'est dans l'univers Stone Age où t'as de la terre cuite, alors que normalement, c'est une invention plutôt néolithique, mais on Ouais, se ça rend je compte trouve que ça t'as des pôles incroyable. qui sont un peu partout, c'est assez dingue, quoi. Ouais, je trouve ça incroyable. Et du coup, voilà, il y a peut-être du coup des Néroniens qui sont peut-être archers, mais on a des doutes similaires pour quelques sociétés aurignaciennes. Donc faut le savoir, on a des doutes en fait sur. En fait, voilà, c'est toujours ça qui est difficile, c'est que on est sur des sociétés. Là, du coup, l'orignacien, ça couvre une surface tellement grande, un temps tellement grand, et donc tellement de groupes différents qu'au final, tu as forcément des endroits où ça a été peut-être le cas pendant quelques générations, puis après ça s'est oublié. À d'autres endroits, en même temps, c'était pas le cas, etc., etc. Donc, et voilà, l'hypothèse est ouverte puisqu'il n'y a aucun moyen de la discriminer totalement. En tout cas, C'est oui, qui est- du coup, j'ai malgré moi fait exactement le parallèle que je reprochais avec aussi peu de conditionnels que ce que je leur reprochais. Mais c'est ça qui est dingue, je trouve, avec la préhistoire et surtout dans des périodes aussi anciennes, c'est que je pense que de notre vivant, en fait, on n'aura aucune réponse définitive de Oui. savoir comment exactement C'est vivaient clair. ces sociétés-là. Et Ouais. je pense que même nos enfants, nos petits-enfants, enfin, c'est de l'ordre des générations vraiment futures où on aura, à mon avis, des connaissances plus fines, en tout cas, de ces sociétés-là. Et du C'est coup, clair, c'est ça c'est aussi qui est dingue d'ailleurs, c'est que puisqu'on sait rien, putain, la moindre truc qu'on trouve, c'est ouah, putain, Ouais. attends, ça remet quand même vachement de choses en perspective. C'est incroyable. En fait, ouais, d'accord. Donc ça marche plus. Ça marche plus. Ah, par contre, il y a peut-être ça. Ah ouais, ok. Donc ça amène une nouvelle perspective. En fait, on peut peut-être plus les imaginer comme ça.
Ça que je trouve chouette, c'est que on n'arrivera jamais à avoir vraiment la photo, et qu'on arrive de plus en plus à avoir une espèce d'image un peu floutée, dégueulasse. C'est clair. Tu vois ? Ouais, très pixelisé, quoi. Voilà, et de plus en plus, on arrive à voir, ah putain, il y a une zone avec des arbres là-bas. Tu vois ? Ou, ah mais on dirait une balançoire. Tu vois, où t'es vraiment, ok, on sait pas. Mais par contre, t'arrives à approcher en disant, ouais, bah ça peut pas être ça, ça peut pas être ça, ça peut pas être ça, du coup, donc ça peut être par contre ça, ça ou ça. Ah d'accord, donc du coup, ça veut dire qu'ils sont différents de ce qu'on pensait avant quand même. Ok, on avance. Et ça, je trouve ça trop cool parce que des découvertes comme ça, t'en as quand même une fois tous les 2 ans, quoi. Enfin, des gros papiers d'archéo qui font du bruit au niveau préhistoire, t'en as un tous les 2 ans, quoi. C'est Si vrai. ce n'est plus. Et je trouve ça assez incroyable. Le dernier, c'était sur des peintures rupestres néandertales, je crois. Et c'était, Oui, il me semble que c'était en 2019. Ouais, qui fait encore beaucoup débat. Oui. Mais ouais. C'est vrai que c'est en plus c'est des trucs assez petits et assez. Ouais, Je ce crois qui que était avancé difforme, il me semble. contre. Enfin, c'est Ouais. des espèces d'étalage d'ocre sur des parois, je crois, sans forcément, en tout cas de notre point de vue de Sapiens, ni queue ni tête, quoi. Ouais, Ce c'est que ça. j'avais pu lire. Ah, si, il y a quelques dessins. Il y a quelques Ah, il y a dessins quelques vraiment dessins, même. construits. Ouais, où il y a des D'accord. animaux dessinés dans un espèce de quadrillage. Enfin, c'est un quadrillage genre linéaire. T'as 3 cases verticales. Et t'as sur la plus haute, t'as, je crois que c'est un cheval qui est dessiné. Dans la deuxième, c'est un symbole. Et dans la troisième, je sais plus. Mais t'as des trucs comme ça. Et en fait, ça a été recouvert d'un petit film très fin de calcite. C'est ça qu'ils ont daté. Et ce qu'on leur a reproché, c'est de potentiellement pas savoir ce qui datait. Dans le sens où c'est tellement fin comme film de calcite que tu peux... En fait, ça peut s'éroder. La condensation, les eaux de ruissellement, etc. En fait, tu peux avoir au niveau de la matrice de la calcite même, des micro-dissolutions qui elles-mêmes, du coup, après, vont être comblées par des phénomènes de micro-cristallisation à l'intérieur même de ton film de calcite. Ok. Et ça, en fait, bah, tu le brouilles quand tu es sur une épaisseur qui est suffisamment homogène, en fait. Enfin, Ouais, bien tu sûr. vois, enfin, tu arriveras à choper le bon truc. Là, tu raisonnes sur du tellement fin que tu es vraiment, du coup, exposé à ce genre de recristallisation. Ce qui fait que quand tu regardes leurs résultats, tu vois que leurs résultats changent du tout au tout à quelques centimètres de différence. Ah ok, intéressant. Et c'est ça qui leur a été beaucoup reproché, c'est de dire ouais, vos dates sont bonnes, mais vous savez pas ce que vous datez. Et dans les faits un peu spectacle, ils ont quand même pris les plus vieilles. Et c'est discutable parce que du coup, c'est vrai que le côté artistique qui peut être suivi, qui permet de faire des vrais parallèles entre grottes, de pouvoir dire ouais bon ça c'est sûrement plutôt telle période, qui a ses limites. La meilleure preuve de ça c'est quand même Chauvet qui était censé par ça être contemporaine de Lascaux et qu'en fait est juste 2 fois plus vieille. Ouais. Mais mine de rien, c'est bon, ça reste quand même des méthodes qui valent ce qu'elles valent. Et là pour le coup, pour les datations néandertales, ça s'appuie que sur les datations. Il n'y a aucune autre méthode qui permette d'avancer ces résultats. Ça, c'est toujours difficile d'avancer un truc aussi extraordinaire à partir d'une seule méthode. Et après, C'est là, compliqué. Le papier, il a été tourné dans Ouais, ce sens. Comment les articles de presse et l'emballement un peu médiatique autour qui a eu cet effet d'annonce un peu exceptionnel. Ils ont un peu joué le jeu La quand même. Mais médiatisation. après, ils ont quand même du coup fait un article de réponse aux critiques qui leur avaient été faits, où ils justifiaient et tout. C'est pas des banques, hein, les gars, vraiment pas. Hein. Ils savent ce qu'ils font, vraiment. Ouais, hein. Mais voilà, c'est toujours un peu soumis à discussion et à crispation dans le domaine scientifique. Jusqu'à ce qu'on découvre autre part quelque chose qui corrèle. Enfin, tu vois, c'est toujours la même chose en fait. Ouais. C'est que quand il y a un gars qui montre un truc incroyable quelque part, seulement avec sa petite méthode et tout, ouais, on va peut-être pas tout chambouler quand même pour ça. C'est intéressant, ça nous montre un endroit où creuser. Ouais, c'est ça. Voilà, c'est ok, bon bah ça c'est intéressant, faut qu'on arrive à savoir le vrai du faux quoi. Mais oui, c'est pas encore acté en tout cas que Néandertal peint. En tout cas pas des œuvres pariétales en grotte, on n'en a pas de certaines de Néandertal. C'est pas si acté que ça. Mais en même temps, moi, ça me paraîtrait pas étonnant. Et il y a du coup, c'est ce que je vous disais aussi, il y a ce côté dans la recherche de personnes qui veulent tellement aussi humaniser Néandertal, parce que c'est dans l'air du temps, que du coup, mais j'en fais partie aussi à d'une certaine mesure, c'est que moi, je trouverais ça bizarre que Néandertal ne puisse pas peindre. Oui. Tu vois, Oui. et pourquoi est-ce qu'il pourrait pas peindre au final, enfin, pas... Après, il y a aussi la question de pourquoi est-ce qu'il le ferait. Mais il a dit toi-même au début, on n'est pas la même espèce, donc il a peut-être pas la même compréhension de ce qui est de l'art par rapport à lui, quoi, en fait. C'est ça, donc ça c'est limite de ouf comme raisonnement. Mais en même temps, tu peux pas t'empêcher de dire, ouais, mais d'accord, pourquoi nous on ferait de l'art et pas les autres, enfin, d'accord, mais
On n'est pas si différents que ça. Et en même temps, il y a un peu un côté genre réhabilitation de Néandertal, de dire ouais non mais putain incroyable, en fait ils peignaient aussi quoi. On est vraiment genre les cousins, genre on arrive, on se check et on joue aux cartes. Et on bouffe du renne au coin du feu. Bah ouais, et il y a un côté très cool à ça. Tu vois, il y a un côté dans le jeu de rôle Wurm de Emmanuel Roudier, il y a vraiment ce côté-là voilà, Néandertal peint, il y a aucun souci avec ça, on est totalement sur le même pied d'égalité. Presque J'aime pas trop Seigneur ce des terme Anneaux, parce que- comme tu disais au Ouais, début. vraiment. Quoi. C'est-à-dire qu'un monde avec plein d'espèces différentes, mais qui se connaissent, quoi. C'est ça, les nains, ils font aussi parce que les Néandertals, c'est presque les nains de Tolkien. Hein, je tire le trait qui est horrible. Je pense que si des archéos m'écoutent, genre, ils sont en train de se dire mais Là, quel toute ta con, crédibilité quoi. vient de Exactement. Non, mais s'effondrer en un si on veut vraiment se la jouer vulgarisateur à la con, si vraiment on veut tirer le parallèle avec Tolkien, en fait les Néandertals sont plus trapus que nous, ils font environ 1m60, ils sont beaucoup plus costauds, ils peuvent largement encaisser des chocs que nous on peut pas encaisser, et en fait ils sont faits pour le froid, c'est comme les mammouths laineux sont les plus petits des mammouths, et ils sont étudiés pour résister au froid. Néandertal résiste beaucoup mieux au froid que nous. Voilà, ils sont faits pour ça, vraiment quoi. Donc on n'est pas tout à fait pareil morphologiquement. Et donc ils sont plus petits que nous en règle générale. Les Denisoviens, on sait pas trop, parce qu'en fait les Denisoviens, on a une phalange, donc c'est pas ouf pour reconstituer la tronche du gars. On crée une espèce à partir d'une phalange. Non, moi je trouve ça dingue. Dingue. Ça c'est vraiment, tu te dis, il suffisait que le mec il range mal la phalange et tu passais à côté d'une espèce. Alors après, si je me permets, je crois que pour Denisova, on a plus qu'une phalange. Maintenant, on a trouvé un hybride Néandertal Denisova 50. Oui, on a aussi trouvé ça sur le même site, je crois, il me semble. Ouais, totalement. Mais c'est toujours par l'ADN. Oui, on n'a pas tout à fait la morphologie quoi, de l'origine, l'original denisovien quoi. Ouais, bah ça, pareil, ça date d'il y a 1 an cet article, tu vois. Ouais, c'est ça, bah, c'était une découverte de ouf. C'était une découverte de dingue aussi, ça, genre, je m'en souviens. Ah, parce qu'on n'avait jamais trouvé d'hybride entre les deux. Et ce serait ouf de trouver un hybride Sapiens Néandertal aussi un jour, hein, peut-être. Putain, ça c'est typiquement le genre d'ossement qui, genre, il a un nom à la Lucie, tu vois. C'est clair. Et merci du coup, Jules, pour ta chronique presque au final. Hein, finalement, on parlait de discussion, mais on a plutôt discuté sur la fin. Au final, c'est une super chronique sur le premier contact. Peut-être qu'on l'appellera comme ça parce que je trouve ça classe comme nom de chronique. Et ça fait très vendeur, ça fait très marketeux. Si ce petit instant passé en notre compagnie vous a plu et que vous avez envie d'en passer d'autres avec nous, eh bien n'hésitez pas à vous abonner, mettre un petit pouce bleu, partager la vidéo ou encore nous suivre sur les réseaux sociaux. Sachez que vous pouvez aussi écouter cet épisode dans son entièreté et pour cela vous n'avez qu'à vous rendre dans la description de la vidéo. Je vous dis à très bientôt pour à nouveau écouter un petit peu de tout et surtout un petit peu de rien.